Papa, you know, Mawako. Today, you don't come home. What's your good so, Papa? Après le travail, c'est la retraite. Dans ta retraite, dans ma vie, tu es fatigué. 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 Papa, tu es fatigué. Dans ma te reposer. 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 Le bâtonnier a fait Tabembouna pour le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria était l'État fédéral. Le Canada aussi était l'État fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone versait les lois dans la fédéral state. Les Canada. Comme ça, on chauffe de l'eau, on chauffe du thé et on te masse le corps. On te fait du bon bouillon du poisson, papa. Repose-toi. Tu as beaucoup travaillé, papa. Nous n'allons pas la relève. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. La route que tu as commencé, oh, nous on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer, nous on va continuer. La jeune fille que tu venais d'épouser là-haut, nous on va la bienfer. La jolie madame que tu venais d'épouser là, oh mon frère, on va la voiser, oh. Quelques ambitions que tu as commencé, nous allons continuer. Papa va dans les têtes, oh. La retraite n'est pas une fatalité. Toi-même tu l'avais dit. Francophone, deux fois président, parce que le pouvoir est anglophone. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Papa, tu es fatigué, oh. Papa, tu es fatigué. Adam va te reposer. 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 Le bâtonnier a télé Tabembouna. Qui fondait lui, président. Le gars de Foyaba. Bonjour les gars. Bonjour les gars, bonjour les filles. Vraiment, live extrêmement difficile ce matin parce que juste au moment où je commence mon live, je constate que quelqu'un a piraté mon compte. Donc quelqu'un pirate mon compte pendant que je lance le live. Dieu faisant ces choses, ils auraient pu pirater mon live pendant que j'étais, pirater mon compte pendant que j'étais en train de vaquer à d'autres occupations. Mais ils piratent mon compte pendant que je suis en live. C'est-à-dire le compte se coupe carrément. Et je récupère mon compte, ça m'a pris à peu près 30 minutes. Et là, je n'ai pas encore retrouvé toutes les fonctionnalités. Parce qu'évidemment, je suis juste en train de me rendre compte que quelqu'un essaie de voler mon compte alors que je suis en live. C'est quand même assez extraordinaire. Bref, bonjour papa mignon, si t'es mignon. Eh mon père, c'est comment? Ton beau-frère est à Jakarta, pardon, il faut aller le voir. Il est à Jakarta, Mbanga Diaspora est à Jakarta. Il est là-bas pour se faire soigner. Il a mis sa cagnotte en ligne. Je prie toutes les personnes de bonne volonté de cotiser dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Voilà une victime de la dictature de M. Biya. On lui a tapé la plante des pieds avec la machette au point
où ses pieds sont nécrosés. Les pieds de Mbanga Diaspora sont nécrosés. Il est seulement très fort. Il est seulement très fort. Parce que normalement, ce garçon ne devrait même plus marcher. Et il continue à dénoncer. Il continue à mener le combat au Cameroun, malgré toute la torture. Et quand j'ai même suivi sa vidéo, j'apprends qu'on a même aussi kidnappé sa femme et on avait torturé sa femme. Donc je vous en prie les gars, contribuez dans la cagnotte de Mbanga Diaspora, aidant notre compagnon de lutte. On ne peut pas l'abandonner, il est dans une situation difficile, il est hors du pays. Il nous a expliqué qu'il avait 4 mois de loyer à payer à Jakarta, plus son traitement. Il va subir des procédures médicales très lourdes. Vraiment, mettons la main autant que nous pouvons. C'est dur, c'est lourd. Ça pèse sur nous, mais faisons comme on peut. Vraiment. Donc, j'étais en train de dire que un petit bandit a piraté mon compte pendant que je suis en plein live. C'est assez extraordinaire quand même. Ça, il faut le dire. Ce matin, je voulais vous parler d'une personne extraordinaire, d'un personnage qui sort du commun. Mais avant de parler de lui, puisqu'il s'agit d'Olivier Bibou-Nissak, tel que vous l'avez vu dans l'énoncé, nous allons nous réjouir du fait que 17 de nos prisonniers ont été libérés hier. 17 de nos prisonniers ont été libérés. Ce n'est pas une grâce de M. Biya, ce n'est pas une faveur. D'ailleurs, ils ont dit, nous le disons, si le MS demande pardon à M. Biya, nous quittons la résistance, nous abandonnons le combat. Parce qu'on se bat pour quelque chose de juste, pour quelque chose de vrai. Le jour où le MS demande pardon à M. Biya, nous quittons le combat. Ceci étant dit, puisque ces combattants épousent la même cause que nous, puisque ces combattants payent le prix lourd des années de prison pour les idées que nous avons tous en commun, alors nous devons... Qui a piraté mon code? Pardon, laisse comme ça. Bientôt, vous allez aussi m'appeler dents cassées. On va m'arracher. Vous allez m'appeler dents cassées. Donc, puisque ces prisonniers épousent la même cause que nous, et qu'ils payent au prix des années de leur vie dans les geôles infestes. J'ai vu Marcel Tchofo, mais vraiment, courage, bravo. C'est-à-dire que j'ai vu Marcel Tchofo, j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule quand j'ai vu Marcel Tchofo. Vraiment, malgré qu'il soit amaigri un peu et tout, vous sentez que ça n'a pas été facile, mais le gars a un moral d'acier. Il dit que gardez la porte de la prison ouverte. Parce que mon combat ne s'arrête pas. Et je suis prêt à retourner à tout moment. C'est-à-dire que les gars ont un mental d'acier. Et pour ça, je vais féliciter ces hommes et ces femmes. Je vais les féliciter. On bavarde ici, mais personne d'entre nous ne sait ce que ces gens subissent en prison. Ne serait-ce que pour cela, franchement, chapeau bien bas. Je dis bien chapeau très bas. Pour ce que nos héros ont enduré en prison, pour les idées qu'ils ont. Je vais vous dire les gars, je suis une femme dure. Je suis une femme très dure. Et croyez-moi, j'ai fait la garde à vue dans presque tous les pays européens. Mais ça, c'est garde à vue. C'est-à-dire que je sais qu'on va me libérer. Donc déjà, mentalement, il y a cet avantage-là, que tu sais que tu n'es qu'en garde à vue et que tu seras libéré. Mais j'ai fait 48 heures de garde à vue en Suisse, les gars. J'ai fait 48 heures de garde à vue en Suisse. J'ai craqué, j'ai pleuré. Mes enfants m'ont manqué. Et ils l'ont fait exprès parce que c'était pour nous torturer. C'était pour nous briser mentalement. Imaginez alors nous qui sommes en Europe. La garde à vue qui est comme si c'était l'hôtel. On craque quand même. Moi qui suis une femme dure, je craque. Imaginez ces garçons et ces femmes entre les mains des tortionnaires du Cameroun qui font des années, pas un jour, pas 2 jours, pas un mois. Des mois s'enchaînent, des années s'enchaînent, ils sont en prison. Et ils gardent le mental haut, le mental fort. Et ils sont déterminés à poursuivre ce combat. Effectivement, parce que s'ils abandonnent le combat,
Ça veut dire que les années de prison n'ont servi à rien. Ils ont perdu les années de prison. Donc les gars sont gonflés à bloc. J'ai vu Marcel Tchofo, mais j'avais les larmes qui coulaient de joie. Je vous assure les gars, j'avais les larmes de joie qui coulaient. Quand j'ai vu le courage, la détermination de ces gens, je me suis dit, vraiment Sandy, si ça là ne te booste pas, si ça ne t'amène pas à te sacrifier jusqu'à l'extrême, qu'est-ce qui va t'amener à te sacrifier? Qu'est-ce qui va te pousser? Franchement, les gars, avant d'entamer le sujet, je voulais qu'on parle de ça. Et je voulais vous montrer juste quelques petites images d'hier à Douala, lorsque nos amis ont été libérés. Vraiment des images qui font chaud au cœur, je vous assure. Des images qui font chaud au cœur. Alors, où est-ce que c'est? Petit Lodi, c'est trop long, c'est trop long. Petit Lodi. Alors vous voyez, le débat est planté, nous sommes pas à la camisole. Dans le live est disponible sur la page de Moussa le Tontino juif
où vous allez voir l'accueil qui a été réservé au siège du parti à Grand Moulin à Douala, à nos AP, à nos amis politiques, nos camarades de lutte, des combattants qui ont été libérés hier après avoir passé 3 ans avec bravoure, force, détermination. 3 ans pendant lesquels ils étaient nourris, entretenus par le parti et par tous les sympathisants qui, de par leur générosité, contribuaient à préparer des repas décents, des repas copieux, des repas nourrissants à ces prisonniers politiques qui, au final, on peut le dire aujourd'hui, sont nos héros. Héros donc, ces gens le sont. Ils le sont pour le sacrifice qu'ils ont fait de leur vie, pour le sacrifice qu'ils ont fait de leurs années de service à la résistance, pour le sacrifice qu'ils ont fait de leur carrière abandonnée, de leur famille abandonnée. Oui, ce sont des héros. L'histoire retiendra. Leurs noms seront inscrits en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Parce que ces gens ont donné ce que l'être humain a le plus cher, c'est-à-dire sa liberté. Alors, sans plus tarder, nous allons parler d'un de ces héros qui, lui, est toujours embastillé dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya. Il s'agit bel et bien de Olivier Bibou-Nissak, le porte-parole, le seul porte-parole du président Maurice Kamto. Bien qu'étant embastillé, il reste le porte-parole du président Kamto. Pourquoi? Pour son talent incommensurable, pour son talent indiscutable. 2, pour la confiance sans limite qui règne entre ces deux hommes. J'ai vu le président ému aux larmes lorsqu'il embrassait Olivier Bibou-Nissak à l'une de ses audiences. Je l'ai vu ému aux larmes. Pour vous dire à quel point il y a une entente, il y a même une connexion émotionnelle entre ces deux hommes. Donc, Bibou-Nissak qui reste le porte-parole du président Kamto, même étant embastillé. Ce jeune homme qui nous est apparu sur la scène, effectivement, en 2018, lors de la campagne électorale, et bien après, surtout, qui a joué un rôle déterminant pendant la période post-électorale où il communiquait effectivement pour le président Kamto. Et on a vu qu'il était un danger, qu'il était un problème pour le régime de M. Biya. On a vu que M. Olivier Bibou-Nissak posait des problèmes sérieux par sa communication impeccable, fluente, nette dans cette résistance. Alors le régime, bonjour Donald Happy, je vous salue, Pierre Fomété, Balas le Camerounais, bonjour. Partageons, on a piraté mon compte pendant que je lançais le live, donc j'étais obligé de relancer. Et là, je dois vite faire parce que je vais aller à l'hôpital juste après. Donc, Olivier Bibou-Nissak qui pendant la période post-électorale est devenu un danger pour le régime Biya. Il fallait à tout prix l'éliminer, le sortir de l'équation. Parce qu'en 2019, ils avaient arrêté tout le directoire, croyant ainsi tuer le mouvement de résistance. Parce que pour tuer un mouvement, il faut tuer la tête, il faut décapiter pour tuer le serpent. Il faut tuer la tête. Ils ont donc décapité le MRC, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait des garçons comme Olivier Bibou-Nissak qui continuaient de communiquer. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait des messieurs comme Mamadou Mota du côté de Marois qui continuaient de tenir la tête du mouvement. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait des femmes comme Tyriane Balbinoa qui étaient sur le terrain. Ça n'a pas marché parce qu'il y avait des femmes comme Awassou Mispa, la présidente des femmes, qui étaient sur le terrain et qui continuaient de mobiliser effectivement. Et donc, ils se sont dit, il faut éliminer tous ces gens et ça va mourir. Sauf que, même étant embastillé, même étant torturé, même étant réduit à son expression la plus simple, Olivier Bibou-Nissak continue de galvaniser, de motiver, d'encourager et surtout de tenir la flamme de la résistance. Tout comme les autres l'ont fait. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici devant vous. Bonjour Marcelo de Stuttgart. Marcelo, au passage, pendant que je suis là, je vais vous montrer quelque chose.
J'ai les billets de la soirée du 21 octobre à Paris en vente. Vous pouvez demander les billets sur ma page et je vais aussi faire un post. J'ai les billets de la soirée de Paris en vente. 50 € le billet. Donc, je vais les poster sur ma page. Pour ceux qui sont au UK, vous pouvez me contacter. Je vais vous envoyer votre billet. Et pour ceux qui sont loin, soit vous venez à la soirée, vous me rencontrerez peut-être à Paris, ou alors vous achetez en ligne. Simple, je vais mettre ça dans ma page et je vais mettre les moyens par lesquels vous pouvez vous les procurer. Donc, Marcelo de Stuttgart, si tu viens à Paris, tu peux prendre ton billet chez moi et je vais m'arranger pour que tu aies ton billet. Donc, voilà, j'ai les billets de la soirée des prisonniers en vente. J'ai les billets de la soirée des prisonniers en vente. Donc, il y a des personnes agréées à vendre ces billets et on va vous mettre partout où c'est accessible. Mais les billets, je les ai. Pour tous ceux qui peuvent me contacter, je vais vous donner votre billet. Donc, j'étais donc en train de dire que Olivier Bibou-Nissak est parmi ces gens qui aujourd'hui maintiennent la flamme et qui généreusement, très généreusement, a donné sa raquette de tennis avec laquelle il a gagné le championnat à Kodengi. Il a donné cette raquette afin que nous la vendions et que nous levions les fonds pour tous les prisonniers. Je dis bien pour tous les prisonniers. Ce n'est pas pour lui, mais pour tous les prisonniers. Quel acte généreux. Quel acte héroïque. Donc, on va parler d'Olivier Bibou-Nissak. Et je n'en sais pas beaucoup sur lui, hein, mais je vais vous donner le peu que je sais. Et ensemble, nous allons partager parce que nous avons 1 heure d'émission, pas plus, vu que nous devons nous rendre à l'hôpital. Donc, Olivier Bibou-Nissak, comme nous le savons, c'est un homme politique et il est le porte-parole du président Kamto. Donc, ça fait 3 ans qu'il est en prison et ce que nous savons de lui, c'est que il est originaire d'Indiki-Miniki, dans le centre, et que il est diplômé en droit privé. Il est diplômé en droit privé et il est consultant à l'Association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs. Voilà. Et directeur exécutif chez Offre Tricolore Salle. Donc voilà à peu près. Donc c'est un jeune homme très brillant qui est apparu sur la scène politique, justement, et qui a fait ses preuves, hein, qui a fait ses preuves pendant que le président élu était en prison. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils ont arrêté Olivier Bibou-Nissak. Suivant ce petit reportage. Madame Simon. Madame, c'est bonjour. Oh là là. J'espère qu'ils n'ont pas encore signalé mon truc. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai toutes les difficultés ce matin, je ne sais pas. Bonjour. Ah, ça ne passe pas. Bon, je vais essayer sur l'autre. Peut-être ça va passer là-bas. C'est quand même assez pénible, hein, lorsque on a toutes les difficultés du monde.
Non. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une extrême gravité. C'est la situation des prisonniers politiques dans les pays africains, mais notamment au Cameroun. C'est ce pays que nous allons prendre comme exemple. Depuis plusieurs mois aujourd'hui, plusieurs Camerounais sont en prison. Leur seul crime, c'est d'avoir osé dire « nous voulons le changement, nous ne voulons plus de corruption, nous voulons que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun s'arrête ». Pour avoir exprimé ces idées, pour certains, ou avoir eu juste l'intention de les exprimer, ils se retrouvent aujourd'hui en prison et pour certains comparaissent devant le tribunal militaire et risquent la peine capitale. Voilà une situation qui mérite qu'on s'y attarde. Ce qu'il faut noter ici pour le déplorer, c'est que tout semble laisser croire qu'au Cameroun, nous nous sommes accommodés au fait que les gens peuvent être en prison uniquement parce qu'ils ont une façon de penser différente du pouvoir en place. Et dans nos attitudes au quotidien, nous avons fini par nous en accoutumer, que ce soit nous autres journalistes, que ce soit les autres hommes politiques ou alors les simples citoyens. Nous vivons tranquillement nos vies alors que plusieurs de nos compatriotes sont en prison uniquement pour avoir exprimé leur opinion. Aujourd'hui, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, parle de 124 prisonniers qui sont ces militants ou ces sympathisants détenus dans les prisons du Cameroun. C'est un chiffre extraordinaire et qui place le Cameroun au rang des pays au monde où on compte le plus grand nombre de prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière dans ces 124 prisonniers politiques 2 personnes. Première personne, un jeune, il s'appelle Olivier Debonissac, porte-parole de Maurice Kamto, qui a été arrêté chez lui devant sa famille et qui jusqu'aujourd'hui est en prison pour des raisons que personne de logique ne peut comprendre. À côté de lui, je veux mettre un accent sur une femme, une maman, j'ai envie de dire, Maman Assomo Thérèse, qui est une maman qui, avec ses enfants, avait décidé de manifester pour exprimer son ras-le-bol par rapport à la façon dont le Cameroun est géré. Pour cela, elle est aujourd'hui en prison et elle a même été condamnée pour ces faits. Ce qui est frappant, c'est qu'au Cameroun, vous avez des organisations de la société civile, vous avez des associations de femmes, mais on n'entend personne. En fait, on se retrouve dans une situation, et je pense que c'est le rappeur Valsero qui l'évoque fort à propos, où on pense que les Camerounais ont totalement été zombifiés. Notre capacité d'indignation collective a totalement disparu. Et cette attitude, nous la développons dans les autres aspects du fonctionnement du Cameroun. Nous sommes un pays où on peut nous annoncer que les fonctionnaires ont détourné en moyenne 180 milliards pour les fonds destinés à la lutte contre le coronavirus et que nous nous levons le matin comme si de rien n'était pour aller dans nos bureaux. On peut nous dire que les gens ont géré 3 000 milliards sans que cette somme ait été auditée, qu'il y a eu forcément des détournements, des surfacturations, mais cela ne nous émeut pas. On reste totalement de marbre parce qu'on pense peut-être que la solution viendra de quelqu'un d'autre, alors que le Cameroun ne changera qu'avec les Camerounais. L'autre situation qu'on peut relever aussi pour le déplorer, c'est la situation des prisonniers politiques de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà. Donc, voilà donc cette première chronique qui nous introduit le sujet. Nous avons en prison aujourd'hui, moins les 17 qui ont été libérés, un peu plus d'une centaine de prisonniers politiques qui restent dans les geôles infestes de la soldatesque de M. Biya, simplement parce qu'ils ont demandé la fin de la guerre au Nozo, parce qu'ils ont demandé les comptes du Covid 2019 et parce qu'ils ont demandé les comptes de la CAN. Voilà pourquoi les gens sont en prison. On met des gens en prison pour avoir effectivement demandé au gouvernement de rendre compte de son fonctionnement et de la gestion des fonds publics. Je reviens sur Olivier Debonissac. Olivier, c'est un jeune homme qui, comme je le disais donc, a pris effectivement les rênes de la communication du parti, certainement du président Kamto, et qui, lors de ses sorties, faisait très très mal au régime de M. Biya, au point où ils ont commencé à le surveiller, à le pourchasser, à le suivre, à le mettre sur écoute
le traquer comme un animal. Vous vous rappelez, lorsque le président avait dit en 2020 que le MRC ne participera pas à des élections, les sorties qui ont été faites à cet effet étaient dans le sens de vilipender le président et dire comment il se sert des gens et qu'à la fin, il ne va pas aux élections. Or, le président avait expliqué très bien que le MRC avait décidé, en accord avec tous les membres du directoire, de ne pas aller aux élections 2020 lorsqu'ils ont constaté qu'en effet, ces élections ne serviraient qu'à valider la dictature de M. Biya. Pourquoi? Parce qu'en 2018, le RDPC a volé les élections présidentielles et que pour valider dans ces élections présidentielles, il fallait que les partis politiques qui ont participé à l'élection présidentielle se présentent encore à l'élection législative et que le RDPC puisse dire, ben voilà, vous ne pouvez pas avoir perdu les législatives et vous réclamez que vous avez gagné la présidentielle. Nous avons tout gagné, vous étiez là, on vous a battu à tous les niveaux. Et donc, ça aurait été une validation de la forfaiture de 2018. En plus de cela, en 2020, pendant qu'on est en train de parler, la guerre du Nozo bat son plein. La guerre du Nozo est en train de battre, on était au plus haut de la guerre du Nozo, pendant laquelle chaque jour, des centaines de cercueils de militaires revenaient sur Yaoundé. Pendant laquelle, des centaines de Camerounais mouraient chaque jour sur le terrain, civil bien sûr. Alors, dans ces conditions, il était vraiment indécent et même insultant de se présenter à des élections, surtout des élections dites de proximité, sans que nos frères du Nord-Ouest et Sud-Ouest aient effectivement la possibilité de participer à ces élections. Rappelons que tous les élus du Nord-Ouest, Sud-Ouest résident à Yaoundé. Ils dirigent le Nord-Ouest, Sud-Ouest étant basé à Yaoundé. Et on ne va pas donc demander à des populations qui sont déjà torturées, déchirées par une guerre, d'aller choisir des dirigeants qu'ils ne voient pas. Donc c'était la logique derrière ce refus. Et lorsque le régime de M. Biya a donc envahi l'espace médiatique qui est en sa possession au Cameroun, c'est-à-dire les chaînes de radio et télévision à diffusion nationale, il y avait des personnes comme Olivier Bibou-Nissak pour sortir et dire la vérité aux Camerounais, pour sortir et expliquer la logique de la résistance nationale pacifique aux Camerounais. Et c'était une voix qu'il fallait éteindre parce que Olivier Bibou-Nissak frappait très fort à chacune de ses sorties. Olivier Bibou-Nissak faisait très mal au régime à chacune de ses sorties. Je vous propose d'écouter une de ses sorties à ce propos. Répondu entièrement ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter au Cameroun d'entrer dans le chaos? Et j'y venais. Alors, du coup, il s'est produit le 5 novembre dernier des événements d'une gravité nulle autre pareille. Une filière, nous dirons, de déstabilisation. Alors, le reportage que je vous fais écouter nous fait plutôt état de quelque chose de très grave. Écoutons et on va développer là-dessus. Ensuite, on va continuer. S'est activé et est entré en contact avec Maurice Kamto via ses équipes, notamment des gens très proches de lui. oui. Et Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter au Cameroun d'entrer dans le chaos? et j'y venais. Alors, Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter au Cameroun d'entrer dans le chaos? C'est le président Kamto. Qu'est-ce que le président Kamto a fait pour éviter au Cameroun d'entrer dans le chaos? Nous sommes en novembre 2018 et c'est son porte-parole qui parle. Écoutez très bien et retenez ceci, je vais le reposter pour tous ces gens qui jacassent partout, pour dire que Kamto veut créer le désordre, Kamto veut faire l'insurrection, Kamto veut faire le coup d'état, Kamto veut faire ci, Kamto veut faire ça. Écoutez bien. Où il s'est produit le 5 novembre dernier
des événements d'une gravité nulle autre pareille. Une filière, nous dirons, de déstabilisation s'est activée et est entrée en contact avec Maurice Kamto via ses équipes, notamment des gens très proches de lui, et ont proposé très clairement une mise à disposition d'hommes et d'armes pour frapper au cœur des institutions de ce pays. Une filière est venue approcher Maurice Kamto pour lui proposer des hommes et des armes pour frapper au cœur des institutions. Écoutez, hein. Je n'étendrai pas davantage là-dessus parce que vous savez, il y a des enquêtes qui sont en cours, parce que la réaction immédiate, une fois que le compte rendu a été fait à Maurice Kamto, le président Kamto a instruit immédiatement que les services compétents soient informés de cela. Et que cette affaire ne prospère même pas. Les services compétents ont été informés de cela. Ces personnes ont été arrêtées par un représentant des forces de l'ordre, de la police précisément, en présence d'autres services plus sensibles, que je ne nommerai pas ici, qui eux aussi se sont déployés là. Et ces personnes ont été mises à la disposition de la justice. Leur traitement au plan légal a été amorcé. Et ce qui nous est revenu de la part de bouches plus qu'autorisées, c'était que c'était une menace sérieuse. Et il faut bien entendre ici qu'on parle d'une atteinte grave à la sécurité nationale. Les éléments qui étaient brandis par ceux qui étaient entrés dans ce commerce d'un autre genre étaient de dire que voilà, vous avez une revendication que nous soutenons. Nous pouvons vous prêter main forte. Nous avons l'expertise dans ces compétences-là. Et nous avons une sorte de CV que nous pouvons faire valoir. Et donc cette affaire n'est pas allée plus loin que ça. Et comme je vous disais, le lendemain, le 6 novembre, les choses se remettaient en place. Et le cadre d'expression du plan national de résistance se poursuivait de plus belle. Un cadre qui est, comme vous le savez peut-être, je l'ai souvent dit à plusieurs occasions, notamment dans mes communications écrites, qui se fonde sur un triptyque très clair, le pacifisme, il s'agit d'actions non violentes, la constitutionnalité, c'est-à-dire... Donc, cet extrait, je vous le fais suivre. Pourquoi? Parce qu'Olivier Bibou-Nissak est en prison aujourd'hui pour hostilité à la patrie. Olivier Bibou-Nissak est en prison aujourd'hui pour hostilité à la patrie, pour tentative d'insurrection. On met sur le dos d'Olivier Bibou-Nissak au point de le juger au tribunal militaire qu'il a essayé de renverser les institutions du Cameroun. Mais vous écoutez dans cet extrait que le même Olivier Bibou-Nissak, accompagné du président élu et à tout le monde, qu'ils ont refusé justement en 2018 de renverser les institutions par les armes. Où sont ces gens qui étaient venus proposer au président Kamto qu'ils ont les armes et qu'ils ont les hommes? Ils sont où? Qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi le régime RDPC n'en parle pas? Mais le régime RDPC trouve que Olivier Bibou-Nissak qui était dans sa maison et qui s'apprêtait à aller acheter du pain le matin à sa famille a essayé de renverser les institutions au point de le juger au tribunal militaire pour avoir simplement demandé des comptes de la CAN. Est-ce que vous ne voyez pas la contradiction? Le même Olivier Bibou-Nissak, le même président Kamto, qui ont refusé une offre de coup d'État par les gens de l'armée, qui sont venus les voir. Ils ont refusé de faire le coup d'État avec les armes. Et ils ont dénoncé cela auprès des autorités, qui ont reconnu que c'était une menace très sérieuse. Mais c'est le même Bibou-Nissak qui est en prison aujourd'hui, alors qu'on l'a arrêté dans sa maison devant sa femme et son époux et ses enfants. Alors qu'on l'a arrêté devant son épouse qui était enceinte. On dit qu'il essaie de renverser les institutions en allant jeter du pain
Vous comprenez donc que tout cela était calculé. Parlant donc de l'épouse de M. Biboun Issac, c'est une femme forte. C'est une femme de conviction. Vous vous rappelez elle n'était pas restée tranquille. Elle avait entamé des démarches pour faire entendre la voix de son époux et des autres prisonniers. Elle a fait des interviews, elle a approché des associations des droits de l'homme pour dénoncer l'arrestation abusive et arbitraire de son mari et des autres prisonniers politiques. Vous vous rappelez très bien. Donc, je vais comme ça vous faire écouter donc l'interview de Madame Biboun Issac à cet effet. Écoutons. Jeanne-Édith Biboun Issac, bonjour. Bonjour. Quelles sont les conditions de détention de votre mari? Disons que les conditions de détention dans les prisons, malgré la bonne volonté de l'administration carcérale, la précarité y règne. Alors je crois que votre mari est à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Est-ce qu'il a une cellule individuelle? Tout à fait. Est-ce qu'il a une cellule individuelle? Non, dans les locaux, il y a ce qu'on appelle des mandats, c'est-à-dire des couchettes d'une place superposées. Lui, particulièrement dans son local, ils sont au nombre de 13. Est-ce qu'il a accès à des livres, voire à la télévision pour regarder les matchs de football? Oui, à la prison de Kondengui, il y a droit. Et est-ce que vous pouvez lui rendre visite? Oui, les visites ne sont pas restreintes à la prison de Kondengui. Lorsque j'arrive à la prison, je lui apporte son repas quotidien. S'il a un besoin en particulier, il me le fait savoir. Alors les ennuis judiciaires de votre mari ont démarré à la suite de la manifestation du parti MRC du 22 septembre 2020, qui était organisée pour protester contre les fraudes qui avaient entaché la présidentielle aux yeux du MRC. Qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, le but de la manifestation, c'était justement de protester contre les résultats de l'élection présidentielle, d'avoir une réforme consensuelle du code électoral et d'arrêter la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Dans les ennuis judiciaires de mon mari, en effet, ont débuté le 22 septembre 2020. Mon mari a été enlevé chez nous, à notre domicile devant moi. Il faut souligner que j'étais enceinte, donc les policiers sont venus l'enlever devant moi, sans mandat. Ça, il faut préciser, sans mandat. Il a été transféré au secrétariat d'État à la Défense, au CED, là où il a séjourné pendant 40 jours, à une garde à vue, toujours sans mandat. Dans quelles conditions? Au CED, les conditions étaient extrêmement difficiles. Il était à l'isolement complet. Il avait droit à une visite par jour, une seule visite qui était de la mienne, bien entendu, de 5 minutes uniquement. Il n'avait pas droit à la lecture, n'avait pas droit à l'écriture. Et les conditions se sont améliorées, si j'ose dire, à partir de novembre 2020? Aussi, à partir du 3 novembre 2020, là où il a été placé en détention provisoire par un juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé à la prison centrale de Kondengui. Alors le 27 décembre dernier, avec 35 autres militants du parti MRC, votre mari a été condamné par le tribunal militaire de Yaoundé pour rébellion et tentative d'insurrection. De fait, la manifestation du 22 septembre 2020 était interdite, disent les autorités camerounaises. Oh, vous savez, exprimer une opinion pacifiquement n'est pas synonyme de rébellion. Si tous les adversaires politiques de M. Macron en France, qui demandent chaque jour sa démission, sont taxés de tentative de rébellion, c'est que toute la classe politique française sera en ce moment dans les geôles des prisons de France. Donc exprimer son opinion de manière pacifique n'est en aucun cas une tentative de rébellion, qui en plus est garantie par la Constitution camerounaise. Donc vous ne comprenez pas du tout pourquoi votre mari a été condamné? Ah oui, je refuse absolument cette injustice-là, parce que c'est pas le droit qui a été dit. Et mon mari a été condamné par un tribunal militaire, ce qui est formellement hors la loi, vu les conventions ratifiées sur le plan international par le Cameroun et la jurisprudence de la Cour suprême camerounaise qui interdisent formellement que des civils soient jugés par un tribunal militaire.
encore plus que ce soit des acteurs politiques reconnus et qui sont pacifiques et qui n'ont jamais incité quiconque à la révolte ou à la rébellion ou à aucune casse quelconque. Alors avec Olivier Bibonissac, il y a Alain Foguet, le trésorier du MRC, et John Faune Gabo, une autre figure du parti, qui ont été condamnés eux aussi à 7 ans de prison. Quelle est leur stratégie maintenant? Mon mari et ses compagnons ont fait appel le 4 janvier 2022, mais chose curieuse, le tribunal militaire qui a prononcé la décision ne l'a jamais rédigée. Dans le droit, il est dit que chaque juge, avant de prononcer un verdict, doit rédiger sa décision de justice et la motiver. Or, dans le cas de mon mari Olivier Bibonissac et de ses compagnons, cette condamnation jusqu'à nos jours n'a jamais été rédigée par le juge qui les a condamnés. La condamnation est illégale. Je parle au nom de mon mari et du mouvement qui a été créé pour sa libération, la libération de ses compagnons, au rang desquels le professeur Alain Foguet, le trésorier national du MRC, et Pascal Zamboui, le coordonnateur national du dit parti, et la libération sans condition de tous les prisonniers de conscience au Cameroun. Le MRC affirme qu'au moins 124 de ses militants sont toujours en prison. Combien y a-t-il au total de prisonniers de conscience à votre connaissance au Cameroun? Au Cameroun, il y a des centaines de prisonniers de conscience et le chiffre a augmenté avec les prisonniers de conscience du nord-ouest et du sud-ouest. Quel est votre espoir aujourd'hui pour votre mari et pour ses compagnons de prison? Pour être honnête avec vous, il n'est pas question aussi d'espoir. Il est question aussi de réparer une injustice qui a été faite à mon mari Bibonissac ainsi qu'à tous ses compagnons. Mais vous espérez leur libération, non? Je répète, ce n'est pas une question d'espérance, c'est une question de droit et de justice qui doit être prononcée. On se souvient de la mobilisation internationale, et notamment française, pour la libération de Maurice Kamto, le président du MRC, c'était en 2019. Qu'en est-il pour votre mari et pour ses compagnons de prison? Pour la France, il importe quand même de reconnaître que l'ensemble de ces abus évoqués sont faits par des services bénéficiant d'un partenariat français connu et affiché. C'est le cas notamment du secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie nationale où mon mari a été détenu de façon extrajudiciaire pendant 40 jours pour une soi-disant garde à vue. Je m'interroge donc sur le signal que la France, par son soutien aux services camerounais de répression, envoie donc au peuple camerounais. C'est la seule responsabilité de la France à lever cette ambiguïté-là. Et est-ce qu'après l'appel de Jean-Yves Le Drian en faveur de la libération de Maurice Kamto, c'était en 2019, vous attendez le même appel en faveur de votre mari et de ses compagnons de détention? Pour être honnête avec vous, je n'attends pas qu'un appel. J'attends cette fois-ci des actes concrets. Parce que de par les différents partenariats, ils peuvent faire mieux qu'un appel. C'est-à-dire que vous souhaitez qu'il y ait des pressions internationales sur les autorités camerounaises, c'est ça? Tout à fait. Qu'ensemble, nous puissions, dans un élan d'humanité, dans un élan de justice, de vraie justice, de véritable justice, démontrer au monde entier que cette justice qui est rendue en ce moment au Cameroun est faite pour détruire le socle familial. Il faut qu'ensemble, nous réunissions nos efforts pour empêcher cela et dire non à haute voix à une telle injustice et que plus jamais cela ne se reproduise dans notre pays, ce pays que nous chérissons tant. Jeanne-Édith Bibonissac, merci. Alors, Jeanne-Édith Bibonissac, vous l'avez entendu. Lorsque le journaliste veut essayer de nuancer et de dire que oui, la France a fait appel pour libérer le président Kamto, elle dit mais non. La France, c'est la responsabilité de la France, justement, de dénoncer et de se désolidariser des abus qui sont faits au Cameroun avec sa complicité et son accord. Donc, tous ceux-là qui nous disent que oui, Paul Biya a chassé la France, machin, la France avait actionné des leviers diplomatiques afin que le président Kamto soit libéré. Pourquoi la France continue donc de soutenir le maintien de ces prisonniers politiques dont elle est au courant? Pourquoi la France ne l'a pas dénoncé? Et elle le dit, que c'est pas à moi de le leur dire, c'est de leur responsabilité. Voilà de quoi il est question. Voilà l'épouse d'un prisonnier politique qui a pris les devants, qui a pris les choses en main et qui a décidé de faire quelque chose afin que le monde entier soit alerté de la condition de son mari et de ses camarades politiques.
N'oublions pas que nous avons vu cette interview de Bibou Nissak qui dit clairement que eux, ils ont refusé de prendre les armes et ils sont allés dénoncer auprès du gouvernement. Le même gouvernement revient les arrêter pour tentative d'insurrection alors qu'ils s'en vont acheter du pain. Tentative d'insurrection. On ne l'a même pas pris. En train de marcher, en train de faire quoi que ce soit. Il était en train d'aller acheter du pain le matin à ses enfants, à sa famille. Et on dit tentative d'insurrection. N'oublions même pas que le même régime a tout fait pour que ces citoyens ne se marient pas. Soit disant que son mariage causait un trouble à l'ordre public. Tous les week-ends, à l'heure où je vous parle au Cameroun, il y a des mariages qui sont en train d'être célébrés partout. À Douala, à Yaoundé, partout. Et quand ces mariages se célèbrent, c'est les cortèges et les cortèges qui bloquent le passage public, les routes. Personne ne s'est jamais plaint de troubles à l'ordre public pour un mariage pendant lequel la procession des mariés, les tam-tams et les tambours, les dikalos sont en route. Personne ne s'est jamais plaint. Mais lorsqu'Olivier Bibou Nissak décide de se marier, qui puisse être dans un hôtel, le régime de M. Biya trouve que une cérémonie de mariage dans un hôtel cause un trouble à l'ordre public et décide de l'interdire. Je vous fais suivre le film assez cocasse de ces événements qui ont tourné le gouvernement au ridicule. Parce que les stratèges du MRC savaient ce qui allait se passer. Autant le gouvernement est renseigné, autant la résistance est renseignée. Ils sont tous à Yaoundé, non? Ils savaient exactement ce qui allait se passer. Et les stratèges du MRC ont déjoué. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Le plan machiavélique pour empêcher Olivier Bibou Nissak d'épouser la femme de sa vie. Et le stratège Papa Biloa Efa, qui connaît Yaoundé comme le fond de sa poche, a joué un rôle formidable. Mais alors formidable. Quand on dit que l'efficacité c'est dans la tête, mais malheureusement la sardine n'a pas de tête. La sardine n'a pas de tête. Ils n'ont que le moulinex pour écraser tout. Ils ne viennent qu'avec leurs gros bottillons pour écraser tout. Zéro stratégie dans la tête. Zéro. On les a déjoués comme les enfants. Zang zang. Ils sont allés à gauche. Vous. Tout le monde est allé à droite. Mariage célébré. Olivier Bibou Nissak avec la bague au doigt. Vous allez faire quoi? Vous allez empêcher un citoyen de se marier aussi? Autant vous empêchez aux gens d'exprimer leurs opinions. Maintenant, ils nous empêchent même de penser. Et ils ont voulu empêcher à ce garçon de légaliser sa relation avec son épouse. Ah ça, je vais vous montrer le film. Et c'est assez cocasse pour vous dire jusqu'où le RDPC peut aller. Quand il s'agit du MRC. Le RDPC se ridiculise, est prêt à utiliser tous les moyens de répression possibles lorsqu'il s'agit du MRC. Regardons le film du mariage d'Olivier Bibou Nissak. Comme un film tourné en 3 heures chrono. Le titre. Comme un film tourné en 3 heures chrono. Le titre. Raison d'État contre un mariage de citoyens. L'acteur principal, Bibou Nissak, porte-parole du président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Programmé ce jour dans cet hôtel situé au quartier Tinga à Yaoundé, son mariage avec Maurice Kamto comme témoin. 11 heures, l'homme, dans une sape d'élus, atterrit au domicile de l'officier d'état civil, habité par ce qu'il appelle jusque-là rumeur. Le sous-préfet de Yaoundé 2 a opposé une interdiction de manifestation à la célébration de son mariage. 3 motifs convoqués dans l'acte de l'autorité administrative. Défaut de déclaration de manifestation, défaut de qualité du secrétaire d'état civil et défaut de... Défaut de déclaration de manifestation. Dans le mariage de quelqu'un devenu manifestation, défaut de déclaration de manifestation.
défaut de qualité de l'officier. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, tous les officiers d'état civil de la ville de Yaoundé ont refusé de signer l'acte de mariage de Bibou Nissak. Je répète, un citoyen camerounais veut se marier. Tous les officiers d'état civil de la ville de Yaoundé ont refusé de signer son acte de mariage. Il a fallu que Sa Majesté Biloa Efa, Papa Biloa Efa, qui est un officier d'état civil, son titre n'a pas changé, hein? C'est pas parce qu'il est maintenant dans la résistance que son titre a changé. Il est bel et bien un élu de la République. Que Papa Biloa Efa fasse un tour de passe-passe pour que ce mariage se fasse. Écoutons les raisons pour lesquelles ils ont refusé que Bibou se marie. Ça fait rire. L'acte de l'autorité administrative, défaut de déclaration de manifestation, défaut de qualité du secrétaire d'état civil et défaut de publication de mariage. Pour ce dernier motif, notre caméra a vu au centre d'état civil une publication datant du 10 juillet 2020. Un élément donc éludé de ces 3 péchés sur la marche vers l'enfer d'illégalité. À propos de la qualité du secrétaire d'état civil, l'officier célébrant dit parcourir la loi et les usages sans voir d'erreur. L'officier d'état civil peut se passer du secrétaire d'état civil. Ça n'a aucun problème à ce sujet. Dire qu'un mariage peut être annulé sous le prétexte qu'un secrétaire assermenté ou non n'est pas là, je dis que non, ça n'a aucun sens. Le sens peut être trouvé au 3e motif, le défaut de déclaration de manifestation. Pour ce spécialiste de la loi du jamais vu. C'est la première fois au Cameroun qu'on entend que le mariage est interdit pour risque d'atteinte à l'ordre public. On voit tous les jours les gens se marier et se déployer même dans la rue, gênant la circulation sans que personne ne puisse jamais les interpeller. Cette fois, c'est à l'hôtel. Les forces de l'ordre s'invitent. Les lieux sont quadrillés. 12 heures. Un cortège, à sa dernière manœuvre de stationnement, est vite englouti. L'officier d'état civil célébrant et le marié sont stoppés net. Décision du sous-préfet non négociable. Clic et clac porté, les lieux vidés. 13 heures. Retrouvailles au centre d'état civil. Mariage raté, mais pas les réjouissances. Encore que tout ce tumulte est passé comme de l'eau au dos du canard. L'anneau au décor du doigt en témoigne. Donc, voilà ce qui s'était passé. Le parti ayant eu vent de ce que ils vont empêcher à Olivier Bibou Nissak de se marier, effectivement parce qu'ils ont déclaré que il n'y a pas de déclaration de manifestation. Wow, il n'y a pas eu une déclaration du mariage. Wow, il n'y a pas un secrétaire d'officier, un secrétaire communal. Le papa Biloa qui dit que est-ce qu'un officier d'état civil a besoin d'un secrétaire pour établir un acte? Il n'en a pas besoin, la loi ne le dit pas. Pour la déclaration de manifestation, depuis quand un mariage est une manifestation? Ils ont dit qu'ils n'ont pas déclaré les banques. La télévision allait à la mairie et a vu la publication des banques qui avait été faite depuis le mois d'août. Donc voilà comment tout un régime déploie tout un appareil dans la capitale pour empêcher à un citoyen de se marier. Le RDPC, les gens qui jacassent ici tous les jours vont venir nous expliquer ça comment. Vous allez nous expliquer ça comment. Et donc, le parti ayant eu vent de cela, ils ont dit, ok, Ndambade Fosenta, on organise comme prévu, on réserve l'hôtel, on met les invités, on amène tout le monde là-bas, et même le marié, il va. Quand le marié, il va, la gendarmerie débarque. La gendarmerie décide de tout arrêter, ils font le tchavoum. Pendant qu'ils sont en train de faire le tchavoum à l'hôtel, le marié redescend, il va tranquillement à la maison où l'officier d'état civil l'attendait avec sa femme, avec les témoins, et ils célèbrent le mariage dans les règles de la loi camerounaise au domicile. C'est comme ça que les gros yeux et le moulinex ont été broyés. C'est comme ça que les godasses ont été détournés. Tout dans les godasses, tout dans les muscles, rien dans la tête. Rien. Rien dans la tête. Le président lui avait dit que l'efficacité, c'est dans la tête. Même pour le mariage de Bibou Nissak, on vous a eu.
À tous les coups, on vous mélange. Voilà celui-là qui se lève maintenant, il dit que oh, les Camerounais, il va les écraser dans le moulinex. Le moulinex, ça va t'écraser toi-même d'abord à Tangandji, parce que toi, tu es d'abord un bandit. Tu es d'abord un bandit. Tu as un repris de justice, tu as fait la prison 2 fois. Dans le moulinex, si ça doit écraser, c'est toi que ça va d'abord écraser. Et quand ça t'aurait écrasé, on va mettre le caillou là-dedans. Et ça va casser les dents du moulinex. Un gars, s'il est le condiment, l'ail, l'arachide, le njinja entre dans le moulinex, il va les écraser, c'est la pâte qui sort. Et on t'a pas dit si le gravier entre dans le moulinex, ce qui va se passer. Hein? Donc c'est nous qui sommes seulement les moumou chakaria que tu vas mettre dans ton moulinex, tu écrases. Parmi nous, il y a aussi les cailloux. Tu vas aller mettre le gros caillou dans le moulinex, ça va casser les dents du moulinex. Voilà donc un jeune homme, tout simplement parce que il a décidé d'être dans la résistance pacifique. On l'empêche de se marier, on l'arrête arbitrairement, on le jette en prison, on lui donne 7 ans de prison. Olivier Bibou Nissak, une référence en Afrique. Quand on parle d'Olivier Bibou Nissak, on parle des jeunes hommes de la trempe de Success Masra au Tchad. On parle des jeunes hommes de la trempe d'Ibrahim Traoré. Parce que quand Olivier Bibou Nissak s'exprime, il ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Olivier Bibou Nissak dit les mots qu'il faut comme il le faut. Et c'est pour ça qu'il est une menace pour le gouvernement de M. Biya. Parce qu'effectivement, la communication d'Olivier Bibou Nissak était une communication qui galvanisait les troupes de la résistance. Était une communication qui donnait un cap à la résistance. Était une communication qui mettait à mal le gouvernement. Ils ne savaient pas comment contrôler ce jeune homme qui dit ce qu'il faut, quand il faut, comme il le faut, de la manière la plus juste, sans mâcher ses mots et sans tronquer ses convictions. Olivier Bibou Nissak est une perle dans ce combat. Je dis bien Olivier Bibou Nissak est une perle très très précieuse. Une perle très 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 précieuse. Aujourd'hui, il a trouvé un exutoire en prison. Il s'adonne au sport. Il pratique très bien du tennis, nous l'avons vu. Et grâce à cela, les années de prison ne font que renforcer ses convictions. Alors, je vous fais un petit... Ils sont des centaines sur le continent africain, des femmes. Ah, ce truc, ça me fatigue. Ils sont des centaines sur le continent africain, des femmes et des hommes qui payent au prix fort l'affirmation de leurs idées, leur refus du conformisme. Face à la persécution la plus extrême, ils clament haut et fort leur rêve d'une Afrique libre, grande et prospère. Ils sont otages de leurs opinions. Il a un idéal, vivre dans une grande nation. Pour beaucoup, il incarne le visage de la loyauté. Loyauté vis-à-vis de son pays, loyauté vis-à-vis de ses convictions et loyauté vis-à-vis de son leader, Maurice Kamto. Mais surtout loyauté envers ses idéaux et ses convictions. Olivier Bibou Nissak fait partie des jeunes qui représentent une terreur pour le régime de Yaoundé. Son franc-parler appuyé et sa grande culture générale font de lui un adversaire redoutable pour les représentants du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, dirigé par le président Biya.
Sa stratégie vise d'abord à faire comprendre à ses compatriotes qu'ils sont pris en otage par un système et ensuite qu'il leur est possible de s'en libérer. Une stratégie visiblement payante, vu qu'avec le temps, le MRC, son parti, draine des foules. Les manifestations organisées dans la foulée de l'élection présidentielle de 2018 connaissent une mobilisation jamais vue dans le pays depuis les années de braise de la décennie 90. C'en est de trop pour le régime de Yaoundé. Désormais, Olivier Bibou Nissak est un homme à abattre. Sans manière, il est arrêté à son domicile devant sa femme et ses enfants le 22 septembre 2020. Il sera condamné à 7 ans de prison par le tribunal militaire pour tentative de révolution, rébellion et attroupement aggravé. Des peines prononcées également contre une cinquantaine de partisans du MRC, accusés des mêmes motifs que lui. Mais dans les faits, le seul tort est de penser et de rêver grand pour leur pays. Depuis lors, ils croupissent dans les jours du régime de Paul Biya. En prison certes, mais toujours aussi déterminés. Donc, voilà à peu près... C'est des hommes qui payent au prix fort l'affirmation de leurs idées. Voilà donc un résumé très succinct, mais très juste, hein, de qui est Olivier Bibou Nissak et de quel est son combat, quelle est sa place dans la communication de la résistance. C'est un garçon qui a un talent fou, qui a un talent inestimable. C'est un garçon qui sait trouver les mots qu'il faut et qui sait donner le ton qu'il faut. Qui sait adapter son discours aux situations. On a vu Olivier Bibou Nissak monter d'un cran, être ferme et dur envers le régime. Lorsque le président élu a été mis en prison, on a vu Olivier Bibou Nissak rameuter les troupes lorsque le moral était abattu. On a vu Olivier Bibou Nissak prendre justement les rênes de la communication, de la résistance et de donner l'orientation. Et c'est pour ça qu'il était justement l'homme à abattre. C'est un meneur d'hommes, ce garçon. Il est doté d'un talent, d'un charisme, mais surtout, le plus impressionnant, comme le reportage dit, c'est sa loyauté. C'est un homme loyal. Vous vous imaginez très bien que dans cette cabale pour éloigner justement les personnes qui n'étaient pas originaires de l'Ouest auprès du président Kamto, vous vous imaginez très bien que Bibou Nissak a été approché. Vous le savez. Il y avait des audios qui avaient circulé au début de son arrestation où son épouse dénonçait justement les propositions qu'on était venu faire à Olivier Bibou Nissak. Parce que quand ils arrêtent quelqu'un qui n'est pas de l'Ouest, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils te torturent et ensuite ils te disent, tu ne pourrais pas endurer ceci si tu faisais ça. Pourquoi, qu'est-ce que tu fais dans les choses des Babilékés? Mais Olivier Bibou Nissak est resté loyal, fidèle. Fidèle de chez fidèle au président élu, rien à faire. C'est un homme de conviction. C'est un homme de conviction. Et pour le prouver, écoutons ce qui s'est dit lors d'une de ses audiences avec le professeur Alain Foguet. Écoutons très très bien. Et ça c'est très grave. C'est très très grave. Bon, ça, je voulais faire écouter ça, mais mon baffle, mon truc en train de déconner là. C'est difficile ce matin. C'est très difficile. Écoutons. Nous sommes ici au tribunal militaire de Yaoundé devant le juge Tankwa Gabriel. Ah, c'était la cour d'appel du centre. Alors, cette affaire avait été délibérée le 25
mai 2021, délibéré prolongé le 22 juin 2021. À cette date, nous avons reçu de Madame le Président de la Cour d'appel du Centre pour de requêtes en accusation contre le Président de la Chambre d'appel contre ma personne. Conformément aux dispositions légales, que le délibéré a été rabattu et la Cour de renvoyer au 13 juillet 2021 pour attendre que le juge de l'accusation, qui est Madame le Président de la Cour, puisse statuer sur votre requête. Ce matin, j'ai été notifié de la décision rendue. Je crois que vous-même avez été notifié. Je voudrais dire que j'ai eu une désagréable nouvelle, en effet, à travers la notification regrettable que j'ai reçue, de découvrir que la requête avait été rejetée une fois de plus. Je dirais un énième déni de justice. Mais au fond de l'ensemble, je peux vous dire que ça m'a fait chose. Alors, et à ce stade, nous avons reçu de la part de mes municipales de votre avocat qui a présenté à ce moyen de défense la récusation verbale. Si j'ai eu à renvoyer, c'est parce que au regard des tests, la récusation est une procédure écrite. Ah bon? Ce n'est pas verbal. Voilà. Vous permettez, monsieur? Oui. Il y a quelques mois, j'étais moi-même dans le cabinet du juge Chesly, qui siège à la Cour d'appel. Et il se trouve que, je ne sais pas s'il faut dire un heureux hasard, mais il se trouve que vous y servez pour avocat général. Et que la procédure, en effet, il avait été rappelé par la défense, qui déjà à l'époque était constituée par, entre autres, Maître Méline, ici présent, et Maître Télu. Il avait été rappelé au président Smith que l'avocat général, n'ayant pas rendu par écrit de mémoire qui était avant vous, il n'était pas possible que la Cour se prononce en tenant compte des réquisitions verbales qu'il a faites. Et il me souvient que le juge Schlick, lui, dans la jurisprudence qu'il a rendue, qui concernait le président élu Maurice Kamto, professeur Foguet, feu Christian Pénaï-Coca, j'ai un pincement dans le boxonnant, pour les raisons que vous pouvez comprendre. La jurisprudence qui a été rendue, c'est qu'au Cameroun, devant la Cour d'appel, je dis c'était devant nous, c'était devant le juge Schlick, au moment où cette décision a été rendue. Oui, je sais, la qualité de l'audio n'est pas très bonne. C'est justement parce que ça avait été pris de façon un alors que peu... vous écrivez dans les délais de départ. Je tombe à la renverse. Quand je vous entends, vous, juge sans quoi? C'est vous qui me dites en me regardant dans les yeux que la raison pour laquelle la requête de mes avocats n'a pas prospéré de manière positive, c'est parce qu'elle n'était pas écrite. C'est l'Église qui se moque de la qualité. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas l'entendre. D'accord. J'ai dit que vos conseils avaient présenté une requête de l'Église. Question liée à des compétences personnelles. C'est une que, à ce moment-là, ce que je dis n'intéresse pas le président. Okay. C'est un fait. Sinon, il m'aurait été permis, et je crois que c'est de droit, je ne demande pas une parole.
Parce que si le président veut que les paroles soient agitées, à ce moment-là, on est dans autre chose que la justice. Mais si en effet je peux m'exprimer, quitte à ce que, après, le président, que nos avocats ne se sont pas pourvus. Le dialogue assez. Et je me retrouve de nouveau devant vous. Et visiblement, vous qui nous avez dit qu'on aurait pas dû être devant vous, cette fois vous êtes décidé à connaître les faits d'affaires. Et je ne sais pas si nous sommes encore dans le cas judiciaire, si dans l'intervalle, il n'y a pas eu une substitution. Il n'y a pas eu une substitution. Du juge d'appel. Vous voulez m'excuser. L'objet d'un La loi n'a pas sauvé, monsieur le Président. Les conseils disent que la loi n'a pas sauvé. Dans la loi, dit que ça n'a pas prévu. Maître Méli, asseyez-vous, je ne veux pas donner la parole. Je dois parler de vous. Asseyez-vous, je ne voulais pas donner la parole. Et monsieur le Président, je ne vous ai pas donné la parole. Le dialogue. Asseyez-vous, Maître Méli. Le dialogue, vous allez m'écouter. Je ne voulais pas donner la parole. Vous allez m'écouter. Monsieur le Président, vous voulez m'excuser. Vous fatiguez mon client. Et vous voulez que je me taise. Et vous ne dialogue pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous fatiguez mon client. Est-ce que vous pouvez nous assurer? Il vous a dit qu'il ne veut pas. Maître Méli, rappelez-vous de votre serment. Monsieur le Président, je vous rappelle votre serment. Je dois m'adresser à vous debout. Attendez-moi dans la parole. Ne fatiguez pas mon client. Vous vous répétez aussi. Ne fatiguez plus mon client. Asseyez-vous. Ne fatiguez plus mon client. Vous allez vous asseoir. Ne fatiguez plus mon client. Je dois plaider vous avez la provocation. Je ne peux pas passer la parole, monsieur. Asseyez-vous. Je n'accepte plus, monsieur le Président. Désormais, et vous vous taisez. Attendez avant la parole, vous priez. Ne fatiguez plus mon client. Je vous demande de vous taire. Continuez. Vous l'avez fini? Je crois que vous me posez une question. Une question. Vous avez fini? Allez-y. Je disais dans cette occasion, et c'est là-dessus. Il a limité le débat. Mais, attention. Monsieur le Président, je n'ai pas peur de ça. Et vous ne pouvez pas m'intimider. Allez-y, allez-y. Vous voulez montrer à tout citoyen que son avocat n'est rien? Faites-le. Il exagère, monsieur le avocat général. Je le regrette. Je le regrette. Il exagère. Vous avez la parole. Le président qui n'a rien. Allez-y. Devant la démonstration que je viens de voir, je peux, sans désormais nombre d'un seul jour, dire avec emphase que je ne suis pas jugé et la requête qui a été introduite par les avocats n'est pas examinée. On fait peut-être autre chose dans cette matière et dans cette affaire, mais certainement pas rendre justice. Je décide donc de me taire dorénavant pour ne pas être le complice de ce qui s'apparente à une parodie. Voilà. Qui, moi, ne m'amuse pas. Voilà. Olivier Bibounissa décide de se taire au tribunal parce qu'il considère que c'est une parodie. Le professeur Alain va parler. Capto, président. Pourquoi il fait appel? Devant qui il fait appel? Devant ce que nous venons de dire. Comment voulez-vous que le justiciable et le juge se sentent en sécurité entre vos mains? Je ne dis pas devant votre cour, mais entre vos mains. Parce que la démonstration claire que nous sommes entre vos mains. Vous pouvez nous blâmer, vous pouvez vous malmener, et vous dites qu'on fait des débats politiques. Moi, je suis un otage politique, monsieur le Président. Je suis un otage, c'est par courtoisie que je vous appelle président. Il y a un minimum de substance républicain qui est resté en moi, malgré toute la torture, malgré toutes les injustices.
Autrement, je ne vous aurais pas appelé Monsieur le Président. Je suis un otage politique. Un homme vient à voler une élection devant vous. Vous avez été tous témoins. Tous témoins. Il ne sert à rien d'être hypocrite. Vous avez été tous témoins. Je suis devant vous pour avoir fait quoi? Pour avoir demandé qu'on arrête de tuer les anglophones dans le nord et le sud-ouest. Pour avoir demandé qu'on réforme le système électoral. Pour avoir demandé que M. Ngongo rende compte des 3 000 milliards de la canne. Je suis devant vous. Vous montrez vos muscles. Nous sommes déjà écrasés. Quand on est en prison, on ne peut pas nous mettre plus bas. Mais on est en prison. On a été humiliés. On a eu toutes les humiliations avec nos cadeaux. Donc quand on se présente devant vous, ne pensez pas que vous pouvez nous intimider, Monsieur le Président. Nous, on est au sol. Là, on est là. Je ne peux pas. La seule chose est que nous, on se relève. Qu'est-ce qui fonde votre acharnement à me juger? Qu'est-ce qui fonde votre acharnement à me juger? Mon camarade Otage a rappelé avec justesse que j'avais été dans un dossier où vous étiez avocat général. Vous avez tout fait sur du coup avec M. Chili. Donc on nous racontait dans les questions que c'était un magistrat intègre. Sur pièce, j'ai vu que c'était un piètre magistrat. La disposition du code de procédure pénale dit que quand on a notifié les conclusions, vous devez répondre dans un délai. Vous n'avez pas répondu. Et M. Chili, le grand magistrat, avait rendu une décision. Le moment de la terreur est passé. Ça ne fonctionne plus avec nous. Ça ne fonctionne pas, Monsieur le Président. Donc on est là, on observe que vous avez un intérêt extraordinaire dans la cause. Je sais. Le départ de M. Dupandamo a fait nourrir des ambitions à des magistrats qui se disent que la vieille machine peut tourner, ils vont aussi être premier président. Mais on est en matière politique. On ne peut pas tout changer ça du logiciel. Nous sommes des otages. Et vous êtes membre d'un gang qui nous séquestre pour rien. On est séquestré pour rien. Vous le savez. Vous allez à l'église dimanche. Il y en a qui vont à la mosquée. Quand vous priez Dieu, Monsieur le Président, Monsieur l'avocat de la autres, vous savez que vous nous détenez pour rien. Vous nous détenez pour faire tout ça. Vous êtes un vieil homme pénible qui tient en otage 30 millions d'habitants. Donc vous-même, l'avenir de vos enfants. Donc, moi je voudrais que vous reveniez à des meilleurs sentiments, Monsieur le Président. On a dit que nous ne souhaitons pas, je ne souhaite pas me faire juger par vous, parce que vous êtes un de mes adversaires. Je voudrais que Madame le gouverneur vienne. Vous êtes mon adversaire politique, autant que vous êtes ici. Je voudrais que ce soit noté et souligné. Monsieur l'avocat général, son substitut, vous-même, vous êtes mes adversaires politiques. Vous soutenez un dictateur qui a volé l'élection et qui croit qu'il peut me terroriser en m'amenant chez vous, comme on dit en prison, pour qu'on me mate. Vous ne pouvez pas me mater. Même 100 ans en prison, je ferai face à ce dictateur ainsi qu'à ses instruments de répression. Donc je ne souhaite pas me faire juger par vous. Et on dit cela. Je mets chacun de vous à sa conscience, vous en avez une. Vous êtes les petites mains de la dictature. Sans les petites mains de la dictature, il n'y a pas de dictature. Sans les petits policiers, les magistrats qui tordent le cou aux gens jusqu'au prostituées. Oui. Sans eux, il n'y a pas de dictature. Monsieur l'avocat, Monsieur le Président, j'ai été au CER. Ce que j'ai vu au CER, c'est honteux. J'aurais terminé. J'aurais fait ça. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Oui. Maître. Je me demande de votre armée, monsieur. C'est quoi que les menaces que vous faites? Vous manquez de l'espace d'un avocat.
les avocats. Quelle est la sérénité que vous voulez chercher quand vous mangez le sang des avocats? Vous l'avez dit ceci. Et vous dites que je suis nerveux? Oui. Et c'est bon? Ça se voit. Vous êtes nerveux. Il n'y a pas la vous mettez tous les organes sur la paix, comme on dit en prison. Enlevez les organes et je nous la nous. Il ne faut pas calmez-vous. Vous avez déclaré, je ne peux pas vous faire juger par moi. J'estime que c'est essentiel. Les propos. C'est ça que vous énerve, monsieur le président. Qui est énervé? Ah bon, vous avez donc un appareil pour mesurer. Ok, monsieur Foumou, vous m'assistez. Ok, très bien. Donc, c'était comme ça un extrait d'une audience avec Olivier Bibou-Nissak et le professeur Alain Fogué. Et vous avez entendu comment ces hommes sont déterminés. Ils disent, même 100 ans en prison, nous n'allons jamais abandonner ce combat. Vous n'allez pas nous broyer. Vous n'allez pas nous réprimer, nous écraser. Le professeur Fogué a été clair, il dit, je suis un otage politique. Nous sommes des otages. Vous nous retenez en otage. Et je n'accepte pas d'être jugé par vous parce que vous êtes mes adversaires politiques. Il le dit. Et vous avez vu comment ils essayent de museler Maître Hippolyte Méli. Voilà pourquoi ces gens sont en prison. Parce que ce sont eux qui impulsent avec le président élu le mouvement de la résistance. Parce que c'est eux les symboles de la résistance face à la répression. Parce que le régime savait qu'en les retirant auprès du président élu, ils pensaient qu'ils allaient affaiblir le président élu. Ils pensaient qu'une fois ces lieutenants enfermés, il va être affaibli et le mouvement va s'éteindre. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que ces lieutenants, justement, même étant embastillés, vont insuffler cette résistance, vont continuer de l'inspirer, vont continuer de maintenir la flamme. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à aller à Paris dans 3 semaines ou un peu plus, pour rendre justement hommage à ces hommes de valeur, à ces hommes de conviction, à ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour que les Camerounais en bénéficient, pour qu'il n'y ait plus du pétrus pour quelques-uns et de la boue pour les autres. Pour qu'il n'y ait plus du pétrus pour quelques-uns et des années d'arriérés de salaire pour les autres. Pour que les Camerounais soient aujourd'hui en mesure de manger à leur faim. Nous vivons dans un pays où on a au moins 90% des terres arables. Le Cameroun produit et exporte de la nourriture. Mais aujourd'hui au Cameroun, les Camerounais sont complètement asphyxiés par la vie chère. Les Camerounais ne sont plus capables de manger à leur faim. Je vous donne comme ça quelques petits prix sur le marché. Un œuf, 125. Je dis bien un œuf, 125. 1 kilo de viande avec os, 3000. 1 kilo de viande sans eau, 2500. 1 kilo de riz, 800. 1 kilo de farine, 700. Une tasse d'arachide, 700. Donc, voilà, comme ça, peut-être mon verre est même gros. Mon verre est gros. Je dis bien une tasse d'arachide, 700. 1 litre d'huile de palme, 1200. 1 litre d'huile raffinée, 1700. 5 macabos, 1000 francs. 3 bobolons, 500. 1 kilo de sucre, 1000 francs. On m'a même dit, dans les commentaires, qu'on va maintenant 2 bananes mûres à... c'était combien? 2 bananes mûres à 200. Carrément. Voilà le rythme auquel les Camerounais vivent. Et voilà ce que le professeur Alain Fogué, Olivier Bibou-Nissak et tous ceux qui ont fait la prison et qui ont été libérés hier, pour certains,
ont dénoncé. Je salue ici Salomon Béas, dont l'épouse avait donné naissance pendant qu'il était en prison au même titre qu'Olivier Bibou-Nissak, dont la femme a accouché pendant qu'il était en prison. Des enfants qui grandissent sans voir leur papa, simplement parce que le papa a réclamé la justice, l'égalité pour tous les Camerounais. Olivier Bibou-Nissak est un jeune homme dont le nom doit figurer en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. C'est un jeune homme qui va entrer dans les annales de notre pays pour voir un homme jeune de son âge lutter avec autant de conviction, autant de détermination, autant de loyauté. Il faut le faire. Il faut le faire. Et nous remercions donc tous ceux-là qui ont donné leurs objets. Et au passage, Maman Pilon donne son pilon à vendre aux enchères. Si vous êtes à la soirée du 21 octobre à Paris, vraiment vous allez voir, toucher et peut-être acquérir des objets mythiques de notre résistance. Des objets qui entrent dans l'histoire de notre résistance. Des objets mythiques que vous allez peut-être encadrer et mettre dans votre maison. Parce que ces objets vont entrer dans l'histoire de la résistance, dans le musée de la résistance. Parce que lorsque nous allons prendre le pouvoir, on va établir ce qu'on appelle le musée de la résistance. Oui, le pilon de Maman Pilon. Donc celui qui aura la charge de s'acquérir ce pilon va bien piler le régime. Il va s'asseoir, il fait une vidéo, il pile le régime là, bien même. C'est pour ça qu'on l'a arrêté, parce qu'elle avait fait une vidéo où elle disait qu'elle pile le régime. Et on l'a forcé à dire que Paul Biya c'est son président. C'est justement ça, c'est un objet mythique. Elle est entrée dans l'histoire de notre résistance avec son pilon. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Maman Pilon. À cause de ce pilon avec lequel elle pilait le régime de M. Biya. Donc, voilà les gars, c'était pour vous faire cette brève et j'espère communication utile sur les prisonniers politiques et avec un petit focus sur Olivier Bibou-Nissak pour lui dire que nous pensons à lui. Nous n'allons pas seulement faire le focus sur Bibou-Nissak, nous allons faire le focus sur tous ces prisonniers. Ils sont nombreux et ils ont autant sacrifié. Chacun d'entre eux a une histoire. Chacun d'entre eux a une peine. Aujourd'hui, Rodrigue Daguéo n'est pas sorti avec ses camarades. Il aurait dû être là hier, mais il n'y était pas. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, certains sont peut-être malades en prison à cause des conditions carcérales, à cause de la mauvaise eau, à cause des moustiques, à cause de la mauvaise, ainsi de suite. Donc, chacun de ces prisonniers est un héros à sa façon et chacun de ces prisonniers a son histoire. Chacun de ces prisonniers mérite notre soutien. Chacun de ces prisonniers mérite d'être mis en lumière. Et nous allons tous les mettre en lumière. Je dis bien tous. Nous allons mettre tous les prisonniers politiques en lumière et en honneur à Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai profité pour vite faire cette communication. Eu égard des difficultés que vous avez vues, mon compte a été piraté. Mon compte a été piraté. Le live est signalé, mais néanmoins, nous allons continuer. Malheureusement, j'ai dû faire ça très tôt parce que je dois partir à l'hôpital tout de suite pour des petits soucis de santé que j'ai. Je ne sais pas comment ça va se passer. Justement, c'est pour ça que je fais le live ce matin. Donc, si ça se passe bien, je vous reviens très bientôt. Si ça ne se passe pas très bien, je récupère un tout petit peu et puis je vous reviens plus tard. Juste un petit rappel que j'ai les billets de la soirée de Paris ici. Balas le Camerounais, tu es au UK, j'ai les billets. Pour tous ceux qui sont au UK,
Vous pouvez me contacter, je vous envoie votre billet pour la soirée. Et pour ceux qui viendront sur place à Paris, s'il y en a encore, vous pouvez les prendre sur place à Paris. On va vous communiquer les points de vente des billets à Paris. Et il y a aussi la vente en ligne qui continue. Donc, c'était juste comme ça pour ceux qui veulent obtenir le billet à partir du UK. J'ai les billets ici au UK. Si vous voulez, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un PayPal, si vous n'avez pas la possibilité de faire un virement en ligne, j'ai les billets physiques entre mes mains. Je vais vous les donner. Contactez-moi, je vous fais, je vous envoie votre billet. Donc, on se prépare pour aller à la soirée du 21. J'espère qu'on y sera tous. Comme je vous l'ai dit, j'ai des petits soucis de santé. Donc, je vais à l'hôpital tout de suite. Et je vous communiquerai la suite. J'espère que ça ne sera pas trop grave. Mais sinon, je prends un petit temps de repos si nécessaire. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Du courage à tous nos prisonniers politiques. Et surtout, bon retour à la maison à tous ceux qui ont été libérés hier. Profitez bien de vos familles. Profitez de vos amis. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous requinquer. Et revenez au front de la résistance avec vos godasses aux pieds. Remettez les godasses parce que 2024 c'est Ndambade Fosenta. Ça passe ou ça passe. On n'a pas deux options. En 2024, ça passe ou ça passe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, raison pour laquelle je m'en vais aussi me requinquer. Pardon. Et je vous reviens très bientôt. Donc, là, j'ai les billets. Si tu connais quelqu'un qui en a besoin, tu me contactes, j'ai les billets. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live et à très bientôt. Bon week-end.